Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, depuis les studios de la RTB2 Gawa, M. Moussa Koné, président de la Chambre nationale d'agriculture. Bonsoir M. Koné. Bonsoir, M. Drago. Et merci pour votre disponibilité. Alors, un coup d'œil sur votre curriculum vitae, on se rend compte que vous êtes titulaire d'un baccalauréat série D obtenu à Banfora en 1999. Vous êtes également titulaire d'un DUT en informatique de gestion obtenu en 2001. Sur le plan professionnel, vous avez été administrateur à la Maison de l'aviculture du Burkina, président du comité de lutte contre la grippe aviaire à la Maison de l'aviculture, c'était en 2006. En 2011, vous êtes président de l'interprofession de la filière volaille locale du Burkina. Et en 2015, vous êtes administrateur du Fonds de développement de l'élevage. Alors, il faut dire également que vous êtes le promoteur et directeur général de la ferme avicole Kouna. C'est ça. Alors, commençons par vos choix, par ce parcours qui n'est pas classique, parce que vous avez un niveau universitaire, un DUT en informatique, de gestion. Alors, avec un tel niveau de formation, beaucoup pensent plutôt à un métier d'informaticien ou encore, en tout cas, un concours pour couler des jours tranquilles dans la fonction publique. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, parce que votre parcours plutôt n'est pas classique. Ok, merci beaucoup M. Drago, l'opportunité que vous nous offrez de parler de ma personne et également, j'allais dire, de mon parcours. Alors, j'ai commencé l'activité avicole quand j'étais au lycée municipal à Banfora, en seconde, avec un cheptel de 15 poules pondeuses. C'est une activité que j'ai vraiment aimée, c'était vraiment une passion pour moi. Et au fil du temps, j'ai compris que c'est une activité qui est vraiment rémunératrice de revenus. Mais je n'ai quand même pas abandonné mes études, j'ai continué avec les études. Après l'obtention de mon bac, j'ai continué à Ouaga pour l'université. Juste après le DUT, j'ai jugé bon de venir continuer avec les métiers de l'agriculture. Mais d'où vient cette passion? Est-ce que avant vous, il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui le faisait, ou est-ce que c'était une passion comme ça, ex nihilo? C'était une passion ex nihilo, comme vous l'avez dit. Au niveau de ma famille, il n'y a pas un agriculteur. Alors j'ai commencé juste avec quelques poules locales et puis ça me permettait d'avoir un peu quelques revenus toutes les semaines. Mais ce qui m'a beaucoup motivé, j'ai vu que vraiment c'est une activité qui est vraiment rentable. Donc c'est ça qui m'a amené vraiment à rester dans cette dynamique et chercher vraiment à accroître les cheptels. Mais à l'époque, en seconde, est-ce que vous aviez une ferme ou est-ce que c'était juste à domicile? Expliquez-nous un peu. Je n'avais pas de ferme, c'était juste à domicile. C'était juste un petit poulailler à domicile. Et en ma première, heureusement, mes parents avaient une cour à Banfora. Donc j'ai utilisé cette cour qui n'était pas du tout habitée pour construire un autre bâtiment de 500 poules pondeuses. Et après, quand je suis arrivé en terminale, j'ai pu augmenter l'effectif à 600 poules pondeuses. C'est juste après ça que j'ai jugé bon vraiment de délocaliser cette activité-là carrément dans la zone périurbaine de Banfora, où j'ai pu avoir un espace de 1 hectare par le touchement de mon grand frère. J'ai pu avoir les 1 hectare où j'ai commencé vraiment à mener l'activité. Voilà. Mais là, quand vous dites par exemple que vous avez construit un bâtiment pour 500 poules. À l'époque, soit vous avez un bras long, ou vous avez l'accompagnement d'une banque, parce que, expliquez-nous, parce que beaucoup de gens aimeraient faire comme vous. Bonne question. Alors, au départ, étant élève, vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de ressources. C'est la famille qui m'accompagnait. C'est la famille qui m'accompagnait pour que je puisse acheter les premiers lots de poulettes. Et avec le temps, j'ai pu économiser pour augmenter l'effectif à 500 poules pondeuses. Voilà. Et après ça, dans les années 2001, quand je suis revenu de l'université, j'ai vraiment fait un plaidoyer auprès de ma famille pour qu'ils puissent m'avaliser auprès d'une institution bancaire pour prendre un prêt. Et j'ai pu avoir ce prêt pour construire vraiment 2 bâtiments de 1500 poules pondeuses. Voilà. Aujourd'hui, quelle est l'envergure de la ferme Kouna? Alors, il faut dire que la ferme Kouna se porte très bien. Nous avons une capacité d'autour de 46 000 poules pondeuses. Nous avons fait l'extension un peu de l'activité en mettant en place une unité de production de poussins d'un jour. Alors, actuellement, nous sommes en train de réaliser une unité de production d'œufs à couver.
parce que ça va nous permettre vraiment d'être indépendants au niveau de l'acquisition des OAC, parce que depuis un moment, on a toujours importé les œufs de l'extérieur, des pays étrangers. On veut être vraiment indépendant à ce niveau. Donc l'unité de production d'œufs à couvert est déjà en marche. Alors le choix de formation, le choix d'aller faire de l'informatique, est-ce que c'était un choix en lien avec cette passion ou est-ce que vous nourrissiez une autre ambition en faisant de l'informatique de gestion? Alors, il faut dire qu'au départ, je voudrais faire l'économie de gestion parce que je m'étais inscrit en FASEC, son temps. C'est parce qu'il y a eu l'année blanche, 99-2000. 99-2000. C'est ça qui m'a orienté vers l'ISIC où j'ai fait une formation professionnelle d'informatique de gestion parce que bon, l'université était presque fermée, il fallait vraiment faire quelque chose. Voilà. Mais il faut dire que cette formation m'a beaucoup arrangé parce que ça m'a permis aujourd'hui de bien gérer aussi mon activité. Je peux concevoir des petits programmes pour la gestion de l'activité, surtout les questions de formulation de l'aliment, même la gestion comptable, et ainsi de suite. Alors vous avez expliqué aujourd'hui l'envergure parce qu'il y a beaucoup de gens également qui se lancent un peu dans cette activité, mais qui se retrouvent rapidement confrontés au problème de l'écoulement. Exactement. Dans votre cas, on a l'impression que tout roule. Alors, tout ne roule pas. Parce que c'est une activité qui est parsemée de beaucoup d'embûches. J'ai eu pas mal de soucis, des soucis en lien avec la gestion des pathologies. Quand vous avez une attaque virale au niveau d'un cheptel, par exemple de 5 000 ou 20 000 poussins, les dégâts sont énormes. Il y a des moments également où on a des soucis de mévente. Vous savez très bien que le Burkina Faso est encadré par deux gros producteurs d'œufs et de poulets qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc souvent, il y a ces productions qui rentrent, inonder vraiment le marché. On est vraiment souvent confronté. Mais comme toute autre activité, il faut travailler à transcender tous ces problèmes. Est-ce que vous avez une stratégie? Il y a peut-être des acquéreurs fixes qui sont là, qui vous assurent déjà? Alors, on a une clientèle quand même qui est fidèle. Mais c'est comme j'ai dit, il y a des moments où, quand le marché il est inondé, il faut qu'on travaille vraiment sur la réduction des prix de vente. Et du coup, ça joue également sur les bénéfices. Et donc, ça crée vraiment des désagréments au niveau de la ferme. Mais c'est des périodes qui ne durent pas très longtemps. Mais nous, on travaille vraiment à mettre l'accent vraiment sur le niveau de production. Parce que comme vous savez, l'activité de l'agriculture, quand vous avez un bon taux de ponte, ça peut vous permettre vraiment de rentrer un peu dans vos marges. Mais quand le taux de ponte n'est pas bon, vous ne pouvez pas revoir un peu les prix de vente parce que du coup, l'activité n'est pas du tout à fait rentable. Voilà. Donc, nous mettons vraiment l'accent sur vraiment le niveau de production pour maintenant avoir un coût de production très bas pour vraiment faire face vraiment à cette concurrence que je dirais vraiment déloyale. Alors, M. Moussa Koné aujourd'hui est un homme riche, est un aviculteur riche. Non, je ne dirais pas que je suis un agriculteur riche. Je suis toujours à la recherche de moyens pour accroître mon activité. Mais je suis plus ou moins comblé parce qu'aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. C'est une passion pour moi. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais on travaille à supporter ces difficultés. Alors l'agriculture, d'une manière générale, au-delà de l'aviculture, souffre malheureusement d'une image assez négative. Parce que l'image classique qu'on a de l'agriculteur au Burkina Faso, elle n'est pas très reluisante, elle ne donne pas envie aux jeunes d'aller à l'agriculture. D'où vient selon vous cette mauvaise image? Non, c'est normal parce que quand nous-mêmes on était au lycée, je me rappelle quand j'étais au lycée, souvent j'avais du mal à dire aux gens que je suis un aviculteur. J'avais du mal à dire aux gens que j'élève des poules en fait à la maison parce que ça suscitait un peu des moqueries et tout. Mais là où je sentais un peu une fierté, c'est pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Quand je reformais mes poules pondeuses, je partais voir les mêmes amis, les papas des mêmes amis pour qu'ils achètent mes poules pondeuses. Et après, on se retrouve encore dehors pour s'amuser. Donc, déjà, j'avais une certaine fierté à ce niveau. C'est vrai, il y a une image, j'allais dire, plus ou moins reluisante du métier de l'agriculteur. Mais ce qu'il faut dire, c'est plus ou moins historique. C'est plus ou moins historique parce que depuis très longtemps, l'image du paysan n'a pas été très bien valorisée. Et je me rappelle,
même quand on était à l'école, on dit quand vous ratez vos examens, tout de suite on vous envoie au champ, vous allez devenir des agriculteurs. Donc du coup, il n'y a pas eu une politique vraiment allant dans ce sens de valoriser vraiment l'agriculteur. Mais je pense que... Peut-être parce que l'agriculteur aussi a toujours été un agriculteur de subsistance qui à la limite rase les murs. Parce que bon, 3 mois de production, après c'est la saison sèche, bon, on se tourne les pouces, consomme ce qu'on a produit et puis bon, on a l'impression que c'est cyclique et que bon, on ne sort jamais de ce cercle vicieux. Exactement. C'est ce qui existait avant. C'est ce qui existait avant, mais quand on parle de subsistance, je m'inscris un peu en faux parce que ces agriculteurs avaient des greniers de stockage. Ces agriculteurs, grâce au stock qu'ils avaient, permettaient quand même de subvenir aussi à leurs besoins. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement orienté vers l'alimentation, parce qu'il y avait aussi un système, un peu, le commerce était un peu associé à ces productions. Donc, moi, aujourd'hui, il faut travailler à lever tous ces paradigmes-là. Il faut changer ces paradigmes. Et comment y parvenir? C'est bien beau de le dire, oui. Il faut travailler à le faire. Mais selon vous, concrètement, comment on casse un peu voilà, ces clichés? C'est très simple de casser ces clichés parce qu'on ne va pas inventer la roue. Ailleurs, l'agriculteur est un métier. Et quand vous dites que vous êtes aviculteur, vous êtes dans la porciculture ou bien vous êtes dans l'agriculture, que ce soit dans les filières végétales, vous êtes aujourd'hui considéré comme un acteur de développement. Et cela, c'est un constat. Et je pense qu'avec l'adoption des nouveaux décrets qui vont permettre de valoriser vraiment ces métiers-là, qui donner vraiment un statut à l'agriculteur, c'est un début. On va y revenir, mais déjà, on a cette problématique de la formation. Vous l'avez bien dit, vous, quand vous étiez à l'école, vous éleviez des poules. Bon, ça ne faisait pas chic de dire à ses camarades, moi j'élève des poules. Est-ce que déjà à ce niveau, parce qu'à l'école, aujourd'hui, on a tendance à donner peut-être à l'agriculture une image qui est telle que peut-être les élèves ne sont pas tentés d'y aller. Est-ce que ce n'est pas là déjà le problème? Exactement. Il faut travailler à la base. Il faut travailler à la base. Et je pense que pour vraiment donner une image un peu valorisante à ce corps de métier, nous devons travailler surtout avec les élèves. Et il y a des actions qui peuvent être menées. Il y a des actions qui peuvent être menées allant dans le sens de la réalisation des petites unités de production avicole même au niveau des établissements, la réalisation des petits potagers au niveau des établissements pour que l'élève, depuis la classe de CE1, CE2 jusqu'au CM2, commence à apprendre le métier de l'agriculture ou de l'élevage. Et les productions qui seront issues de ces unités-là peuvent permettre aux cantines scolaires vraiment d'améliorer la qualité nutritionnelle également. Donc, les enfants seront beaucoup plus en phase avec ces changements. Mais non, en fait, je ne parle pas de ça, parce que là, il s'agit d'une activité pédagogique. Peut-être même on peut dire que c'est une distraction pour les enfants. Tout à fait. Mais quand vous prenez les manuels, ou d'une manière générale, l'image qu'on dégage, bon, le fonctionnaire, c'est celui qui est habillé en costume cravate. Quand on parle de l'agriculteur, eh bien, on voit un monsieur à la limite en Guinée, avec la daba, et qui ne parle même pas français. D'une manière, je schématise, mais c'est ça l'image qu'on a. Mais justement, en fait, c'est ce qu'il faut casser aujourd'hui. C'est ce qu'il faut casser. Mais si on commence déjà dès la base, c'est vrai que c'est les activités parascolaires, mais ça peut susciter à ces enfants-là aussi de se lancer dans ces activités agricoles demain. Pour moi, ça peut être vraiment un début. Mais ce que je dis, le secteur de l'agriculture aujourd'hui doit connaître une véritable transformation. Et il faut qu'il y ait une volonté manifeste de l'État, des politiques publiques, pour que les agriculteurs puissent vraiment être des acteurs dignes, vraiment à la hauteur vraiment de leur rang, parce qu'ils contribuent sérieusement au développement de l'économie nationale. Donc c'est un tout. Mais il faut vraiment démarrer. Je pense qu'il y a des exemples aujourd'hui en Afrique. Je prends par exemple le Rwanda, où ils ont essayé une politique
une vache, un ménage, où les élèves sont impliqués dans ce projet, mais ça a permis de donner du lait au moins 2-3 fois dans la semaine à chaque écolier. Et les enfants aujourd'hui sont en phase, donc ça les donne encore d'autres orientations que les orientations classiques que nous avons. Vous arrivez à l'université, il faut opter pour les finances, il faut opter pour voilà, droit ou bien... voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut que déjà, dès la base, on commence à travailler sur le mental de ces enfants. Si, mais là aussi, même déjà, il y a un problème parce qu'il n'y a aucune offre de formation au métier de l'agriculture, disons. On a l'impression que pour aller produire le mil au village, on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Au contraire, bon, on va à l'école, bon, on fait le CEP 2-3 fois, on échoue, eh bien, les parents vous retirent et puis vous envoient au champ. Bon, mais peut-être parce qu'à côté, il n'y a aucune offre de formation pour permettre peut-être aux élèves qui veulent également embrasser ces métiers-là de pouvoir peut-être maîtriser un certain nombre de choses. Parce que vous êtes l'exemple type que l'école est un plus pour celui qui veut aller dans le domaine. Exactement, exactement. C'est ce que je dis, quand vous prenez les activités parascolaires, c'est un tout. On va vous montrer comment il faut élever les poules pondeuses. On va vous montrer comment il faut respecter certains paquets technologiques au niveau de la production, par exemple de la salade, au niveau de la production du chou. C'est un début pour ces enfants. Maintenant, après l'obtention de leur CEP ou après l'obtention de leur bac, ils peuvent aller dans les centres de formation vraiment professionnels. Et c'est en ce moment que nous allons travailler vraiment pour renforcer réellement les capacités. Les capacités en lien avec ces productions. Donc, je dirais que la formation professionnelle est vraiment la base, c'est la clé. Mais il faut qu'on commence déjà avec les écoliers au niveau des établissements primaires. Parce que nous, quand on était à l'école, nous avons de ces activités parascolaires qui nous ont permis vraiment d'avoir un peu le déclic aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on regarde l'agriculture burkinabé aujourd'hui, c'est une agriculture familiale. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a eu une époque où on avait la promotion donc, des agro-businessmen. Voilà, ce qui était en vogue, c'était une expression qui était en vogue. On a même eu tendance à les opposer en estimant que peut-être le temps de l'agriculture familiale est révolu. Oui, c'est vraiment un peu, j'allais dire, malheureux de vouloir opposer l'agriculture familiale et puis les entreprises agro-silvopastorales et phoniques. C'est des acteurs qui sont vraiment complémentaires. C'est des secteurs qui sont vraiment complémentaires. L'agriculture familiale, c'est vrai qu'au départ, c'est une agriculture de subsistance, mais qui complète également les agro-businessmen. Moi, je crois que nous devons travailler à renforcer cette agriculture familiale. Et quand vous regardez dans les pays asiatiques, c'est l'agriculture, ces exploitations familiales-là qui permettent de produire suffisamment de grosses quantités de riz et qu'ils exportent aujourd'hui en Afrique. Est-ce que ça, ce n'est pas un point de vue, disons, conservateur? Parce que bon, vous prenez une agriculture familiale aujourd'hui, c'est la petite agriculture, disons, à petite échelle. Est-ce qu'aujourd'hui, où on veut, par exemple, la mécanisation, vous prenez l'agriculture familiale, il y a combien de familles qui peuvent, par exemple, s'offrir le luxe de se payer un tracteur? Voilà, pour arriver à cette échelle-là, il faut forcément aller au-delà. Oui, n'est-ce pas, M. Koné? Justement, quand vous parlez de l'agriculture familiale, ne voyez pas vraiment à petite échelle. L'agriculture familiale, c'est une exploitation qui est gérée par une famille. Par une famille. Alors, le concept même de l'agriculture familiale, je ne suis pas tout à fait en phase avec ça. C'est des petits exploitants agricoles et il y a de gros exploitants agricoles. Parce que quand on schématise une exploitation à l'échelle familiale, il y a des grosses exploitations agricoles qui sont gérées par la famille. Je prends mon cas, j'ai une exploitation avicole. C'est vrai que je suis à une autre dimension, mais je travaille en étroite collaboration également avec ma famille. Donc, on peut considérer cette exploitation comme étant une exploitation familiale. Mais moi, je parle des petits producteurs. Les petits producteurs, il faut que nous travaillions à les organiser pour qu'ils travaillent en coopérative. Et quand ils sont en coopérative, et vous conviendrez avec moi que les questions de labour, les questions d'achat des intrants, les questions de mise en marché des productions, mais c'est toutes ces questions vont trouver les solutions.
Alors, je suis dans cette dynamique. C'est pour ça que j'ai pris les cas de l'Asie, où on a des petits producteurs qui produisent le maïs, les riz, mais le fait qu'ils travaillent en coopérative, ils ont une grande force pour pouvoir même faire des grosses productions et maintenant exporter dans nos pays. En fait, mais ici, on est encore très loin de là. On est encore très loin de là. Est-ce que plutôt aujourd'hui, c'est pas plutôt plus efficace de promouvoir, de donner la place à ceux qui ont les gros moyens pour investir dans l'agriculture? Non, je ne suis pas tout à fait en phase avec cette idée parce que quand nous prenons aujourd'hui le monde rural, plus de 80% des acteurs de ce monde rural sont des agriculteurs. Alors, une chose est de produire, mais également, et une autre chose aussi, est de transformer ces productions. Alors, nous n'avons même pas encore une bonne quantité de production, on n'a même pas une production. Et déjà, on veut casser, on va arrêter le plus gros lot de ces acteurs qui sont au niveau de ces moyens de production, confiés à une minorité. Pendant que l'autre moyen, qui est le moyen de la transformation, n'est même pas encore valorisé. Quand on décide d'arrêter, de confier par exemple la production à une minorité, il va falloir que nous puissions trouver de l'emploi pour ceux qui sont au niveau du milieu rural. Là. Et là, ça va être vraiment compliqué. Pour moi, il faut travailler à les organiser en coopérative parce qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place parce qu'on risque de créer encore un autre problème qu'on ne pourra pas gérer demain. Alors aujourd'hui, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, donc cette question donc, de la valorisation du statut de l'agriculteur. Vous avez parlé donc de décrets qui ont été adoptés dans ce sens et qui sont considérés aujourd'hui comme une grande avancée, le statut de l'exploitant agricole. Concrètement, en quoi cela peut-il changer quelque chose sur le terrain? Alors, une chose est de voter les décrets, une autre chose aussi d'opérationnaliser ces décrets. Alors, nous pensons que c'est déjà un début, et au niveau des chambres d'agriculture, nous sommes en train de mettre en place un bon plan qui va nous permettre d'opérationnaliser en fait ces décrets. Ces décrets vont permettre de valoriser véritablement l'image de l'agriculteur. C'est une première. La profession de l'agriculteur est reconnue aujourd'hui. Avant, moi je disais que je suis aviculteur, mais de façon légale, rien ne dit que il y a ce métier de l'agriculture l'agriculteur existe. Mais aujourd'hui, je peux le dire avec fierté que je suis un agriculteur parce que les corps de métier du secteur agricole sont vraiment bien définis dans ces décrets. Il y a également la question aussi du fonds qui a été adopté, qui va permettre de mettre en place le fonds de développement agro-silvopastoral halieutique phonique. Alors tous ceux qui vont vouloir bénéficier de ces produits, des produits de ce fonds, sont obligés d'avoir un certificat d'enregistrement de l'agriculteur qui vont par la suite aboutir à l'obtention d'une carte de l'agriculteur. C'est une vraiment fierté pour les acteurs de ce monde rural parce que vous conviendrez avec moi quand vous rentrez dans un département et qu'on vous dit par exemple que 80% des acteurs de la population de ce département est agriculteur, vous et moi, on n'a pas cette preuve matérielle. Donc, ça va permettre vraiment d'avoir une bonne base de données, de cartographier réellement. Est-ce que ça, ce n'est pas une vision assez élitiste? Est-ce que mon grand-père qui est au village aujourd'hui et qui est un agriculteur, c'est sa principale activité, est-ce que vous pensez que ces gens-là aujourd'hui vont s'intéresser véritablement à cela? Oui, évidemment, ils vont s'intéresser. Aujourd'hui, M. Ouedraogo, vous êtes journaliste, vous avez une carte professionnelle de journaliste. Alors moi, je suis un éleveur, je dois avoir une carte professionnelle de l'agriculteur. C'est une fierté pour eux d'aller vers là. Et je pense que ça a été mûri depuis les années 2005 par les acteurs de ce monde. Et ça a été des réclamations. Et aujourd'hui, quand même, nous avons pu quand même aboutir. Et nous, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Alors, M. Koné, actualité, la journée nationale du paysan qui réunit à Gawa cette année, donc plusieurs centaines de producteurs venus de toutes les régions du Burkina. Les détracteurs de cet événement parlent de lui en termes de foire sans intérêt. Quel est véritablement l'intérêt pour vous qui êtes président de la Chambre nationale d'agriculture, pour vous qui êtes producteur à l'origine, quel est l'intérêt de cette JNP? Alors, d'abord, je voulais vraiment remercier
le gouvernement d'avoir vraiment accepté d'institutionnaliser cette journée nationale des paysans, qui est à sa 21e édition. Et moi, cette activité, si elle n'existait pas, il fallait la créer. Parce que ça permet de magnifier à sa profondeur le monde rural. Et nous avons ici à Gawa plus de 1200 producteurs qui ont quitté de tous les horizons du Burkina, du nord au sud, d'est en ouest, qui se sont retrouvés, qui ont échangé pendant 3 jours sur des problèmes qui minent réellement les activités agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques. Et il y aura des recommandations qui vont sortir après ces réflexions. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça les gens se réunissent, font des propositions, mais pour quels résultats? Est-ce que véritablement on peut dire que la JNP contribue à faire bouger les lignes? Alors aujourd'hui, nous avons un cas palpable, l'adoption des 4 décrets. Mais c'est lors d'une JNP que les producteurs eux-mêmes ont réclamé son président du Faso. La Banque agricole, c'est lors d'une JNP que les producteurs ont demandé au président du Faso. Donc c'est pour dire qu'il y a aujourd'hui des résultats qu'on a pu quand même, qu'on voit aujourd'hui grâce à la tenue de ces JNP. Mais au-delà de ça, je dirais que le fait que les 1200 producteurs se retrouvent en un seul endroit, il y a un brassage, il y a un partage d'expérience, c'est vraiment une très grande chose. Quand on parle du FESPACO, on parle du CIAO, mais les acteurs de ces secteurs-là s'y retrouvent, ils échangent. Nous, c'est un peu comme notre FESPACO, c'est un peu comme notre CIAO. Et c'est pour cela que j'ai dit, si cette activité n'existait pas, il fallait vraiment la créer. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment, trouver des scénarios, comment magnifier véritablement les acteurs de ce monde. Alors vous avez indiqué à la cérémonie d'ouverture justement de cette journée nationale du paysan la nécessité de la volonté politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous sentez la volonté politique aujourd'hui de révolutionner le monde agricole burkinabé? Il faut absolument révolutionner le monde agricole burkinabé. Il le faut. Parce que nous sommes vraiment au regret de voir qu'il y a beaucoup d'interventions à travers les projets et programmes. Et on sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais en réalité, on ne voit pas un impact réel. Et il faut que nous travaillions, c'est pour cela qu'on a dit dans les discours, il faut véritablement qu'on réfléchisse à une étude pour voir réellement l'impact de ces interventions sur le secteur agricole. Parce que c'est vraiment important. Est-ce que vous avez le sentiment que ces projets ne profitent pas aux agriculteurs? Ces projets profitent aux agriculteurs plus ou moins. Parce qu'il y a des projets qui arrivent dans certaines localités et quand on regarde vraiment l'impact, il y en a, je ne mets pas tous ces projets dans un panier global, et il y en a qui font vraiment des efforts. Mais aujourd'hui, il y a des projets qui arrivent, ils font que du saupoudrage. Parce qu'il n'y a pas un mécanisme de suivi et d'évaluation de ces projets. Et c'est tout cela, notre combat au niveau de la Chambre d'agriculture, parce que ça fait partie d'une de nos missions vraiment régaliennes, sur la mise en œuvre des projets. Et cette disposition a été transférée sur papier aux chambres d'agriculture, mais son opérationnalisation, pour le moment, pose vraiment des problèmes. Sinon, quand vous prenez par exemple le secteur de l'agriculture, rien qu'en 2019, on a autour de 100 et quelques milliards. Les projets qui vont travailler vraiment à intervenir pour le développement de ce secteur agricole. Mais souvent, c'est vraiment avec beaucoup de pincements au cœur qu'on voit qu'on n'a vraiment pas les résultats vraiment tangibles, à la hauteur vraiment de nos attentes. Donc, il y a véritablement un problème et il faut qu'on trouve rapidement des solutions. On va revenir à vous, parce que vous êtes donc aviculteur, vous aviez donc cette ferme Kouna à Banfora qui marche très bien. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à la Chambre nationale d'agriculture? Quelles sont vos ambitions? Vous avez pu rester tranquillement à Banfora, voilà, pour couler des jours tranquilles. C'est le sentiment de servir la nation. C'est le sentiment de donner quelque chose de moi-même et de partager ce que j'ai comme expérience. Je vais vous faire une anecdote. En 2004, j'ai été approché par une association d'élèves de Banfora où ils m'ont demandé d'aller animer une conférence. C'était sur l'employabilité des jeunes. Et quand je suis parti ce jour-là, je me suis habillé en costume.
Je me suis habillé en costume, je suis allé, j'ai animé la conférence. Après, il y a un élève qui m'a accosté. Mais monsieur, vous êtes sûr que vous êtes un éleveur? Il dit si. Il dit c'est ce déclic que je veux vous faire comprendre. Ce n'est pas parce que tu es éleveur que tu ne peux pas t'habiller comme un banquier. Ce n'est pas parce que tu es éleveur que tu ne peux pas t'habiller comme un fonctionnaire. Donc il faut que vous travaillez à changer ces mentalités-là. Sinon, c'est tout un pan. Certaines activités que vous allez abandonner au profit d'autres personnes. Donc, mais ces jeunes, je les ai rencontrés une fois au Sabel, quand il y a eu le Sabel, le salon de l'élevage, effectivement. Mais j'ai eu un sentiment de fierté quand il m'a dit que je suis son modèle. Alors, aujourd'hui, au niveau de la Chambre d'agriculture, j'ai la chance de rencontrer pas mal de gens d'horizons divers. Aujourd'hui, ça me fait une grande ouverture. Et ça peut me permettre également de développer également mon activité. Donc je crois que ce sont ces genres de motivations-là qui m'ont amené à aller au niveau de la Chambre d'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des organisations de producteurs, vous ne vous marchez pas sur les pieds? Parce qu'il y a la Chambre nationale d'agriculture, la Confédération paysanne du Faso, exactement. On a l'UNPCB qui est également une organisation très puissante. Voilà, on a l'impression finalement que vous êtes plutôt juxtaposés. Alors, ce qu'il faut vraiment dire, la Chambre nationale d'agriculture est une institution consulaire qui investit d'une mission de service public. Nous avons des organisations professionnelles agricoles comme l'UNPCB, comme la Confédération paysanne du Faso, comme l'UNPSB, qui sont investies d'une mission, qui sont des organisations de droit privé. On n'a pas le même statut. La Chambre d'agriculture, aujourd'hui, c'est comme la Chambre de commerce. Alors, comparer une institution qui investit d'une mission de service public et une organisation de droit privé, je pense que ce serait un peu... Alors, nous avons des ressortissants. Au niveau de chaque village, on a 4 délégués par village et qui constituent l'Assemblée consulaire villageoise. Au niveau des départements, on a 6 délégués au niveau de l'Assemblée qui forment la coordination départementale et ainsi de suite, ça monte au niveau province et au niveau région. Alors, nous avons au bas mot autour de l'ensemble du pays, autour de 40 000 délégués. Nous n'avons que des ressortissants, on n'a pas de membres. Quand vous prenez par exemple la Confédération paysanne du Faso, qui a comme membre certaines fédérations, comme la Fédération des éleveurs du Burkina, comme même l'UNPSB est membre de la Confédération, l'UNPCB, ainsi de suite, qui paie des cotisations. La Chambre d'agriculture n'a pas de membres, on n'a que des ressortissants. Mais nous devons rendre des services à nos ressortissants. C'est ça qui fait la différence entre ces organisations. Mais souvent, comme il faut dire aussi que la Chambre n'a pas travaillé dans une dynamique de sensibilisation pour faire comprendre qu'il y a une institution consulaire, c'est un peu comme l'Assemblée nationale des acteurs du monde rural. Il n'y a pas eu ce travail de sensibilisation pendant très longtemps. Donc, il y a toujours ce flou dans la tête de certaines personnes. Sinon, on n'est pas dans le même registre. La Confédération paysanne du Faso, elle est ressortissante de la Chambre nationale d'agriculture. Donc, c'est un peu la preuve qu'au niveau de notre assemblée consulaire, on a des membres de la Confédération paysanne du Faso au niveau de notre assemblée consulaire. Donc, mais est-ce que vous arrivez à faire front commun? Parce que c'est ça la question. Sur des questions précises, parce que si vous avez des voix discordantes ou vous n'avez pas le même message sur des questions précises, vous comprenez qu'il y a problème. Exactement. Mais ça a toujours été comme ça. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, vous avez des partis, c'est toujours des débats. Mais après, il y a toujours un consensus qui ressort. Et je prends par exemple l'adoption des décrets là. Et le travail a été fait à la base par la Confédération paysanne du Faso. Et quand moi, j'ai été élu en 2018, en janvier 2018, en janvier 2018, ben, j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai dit, ben, écoutez, ces décrets, il faut qu'on travaille à l'opérationnaliser. Il faut que les décrets passent en Conseil des ministres. En 2018, on a fait le combat et heureusement, en 2019, ça a pu passer. Donc, c'est-à-dire qu'on parle le même langage. C'est vrai qu'il y a souvent des questions un peu de leadership, mais je pense que ça, c'est pas très important. Il faut travailler vraiment à respecter l'institution qui représente vraiment l'ensemble des acteurs des domaines agro-silvopastoraux et techniphoniques.
Monsieur Koné, le thème cette année concerne donc la question sécuritaire qui impacte également, bien sûr, le monde de l'agriculture, mais également tous les projets donc, pour parvenir à la sécurité alimentaire. Donc vous avez réfléchi dans les différents forums donc, sur cette question. Comment l'insécurité impacte-t-elle vraiment le monde agricole? Quels sont les effets les plus visibles? Alors, s'il y a un monde qui est beaucoup impacté par l'insécurité, c'est le monde rural. Tous les jours, les attaques par-ci, par-là, ce n'est pas dans les grands centres urbains, mais c'est dans nos campagnes les plus reculées. Et il y a aujourd'hui une psychose au niveau de ce secteur, au niveau des acteurs de ce secteur. Et il y a beaucoup d'abandon des exploitations agro-pastorales. Il y a également les pertes énormes des cheptels. Mais je vous dirais que quand aujourd'hui tout le Grand Sahel, les acteurs, les éleveurs étaient obligés quand même d'abandonner leurs sites d'exploitation pour se réfugier dans d'autres pays. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de prix rémunérateur. Le bétail qu'on vendait autour de 300-400 000 francs, aujourd'hui, ce bétail, vous pouvez facilement l'avoir à 200 000 francs. Donc, c'est pour dire que ça c'est en train de tuer, tout le secteur agricole, si rien n'est fait. Maintenant, le thème de cette GNP, ça nous a permis de réfléchir pour voir comment on peut être résilient. C'est vrai qu'il y a une situation d'insécurité qui est là, mais avec cette insécurité, comment on peut avoir des exploitations agro-silvopastorales halieutique-phoniques tout en restant dans l'insécurité? C'est vraiment un défi qui est très très important que nous pensons que nous allons pouvoir élever. Est-ce que c'est possible, parce que vous avez eu des concertations, ce que vous dites, c'est une équation à plusieurs inconnus? Exactement, c'est une équation à plusieurs inconnus. Et il y a eu pas mal de recommandations qui ont été faites au niveau des différents secteurs sectoriels, que ce soit le secteur des ressources animales, de l'agriculture, de l'environnement. Alors, M. Koné, on va évoquer à présent l'actualité de la semaine, indépendamment bien sûr de la Journée nationale du paysan, avec justement sur cette question de la lutte contre l'insécurité. Le Burkina, vous le vivez également, qui fait l'objet depuis de longues années d'attaques terroristes. Alors cette semaine, on a la situation à Arbinda qui inquiète avec chaque jour des nouvelles de plus en plus alarmantes. Alors aujourd'hui, comment vous vivez cette situation pour commencer? Alors, c'est une situation que tout le monde vit mal. Pour ceux qui ont connu le Burkina Faso, il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte vraiment très difficile. C'est vraiment avec beaucoup de pincements au cœur que nous vivons vraiment la situation. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du secteur rural, nous sommes les premières victimes de cette situation. Et nous n'arrivons plus à écouler nos produits. Il n'y a plus de mise en marché. Et nous sommes en train de perdre nos cheptels. C'est vraiment une situation qui est très préoccupante pour tous ces acteurs. Et quand nous nous sommes rencontrés ici à Gawa, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Et moi-même qui présidais l'atelier sectoriel de ressources animales, il y a une recommandation forte qui a été faite en ce sens-là. Je ne vais pas dévoiler ça ici. J'attends que demain, on puisse vraiment restituer ça de façon publique à l'autorité. Mais c'est pour dire que tous les acteurs qui sont venus, ils espèrent repartir quand même avec des résultats qui vont quand même apaiser un peu les cœurs et que nous puissions vraiment trouver des solutions pérennes à cette situation d'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu, il y a eu l'opération Otampuano à l'Est, il y a certainement d'autres opérations également qui sont en cours dans d'autres régions. La réponse militaire est là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau de l'ensemble du pays, véritablement tout le monde fait front à ce problème? Je pense que nous devons travailler à l'unisson. La solution ne viendra pas uniquement par les armes. Tous les acteurs doivent être impliqués à tous les niveaux. Surtout les acteurs du monde rural qui sont en contact avec ces terroristes.
il faut travailler à les mettre en confiance et pour qu'ils puissent contribuer. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous avons une chose à faire, c'est d'organiser un état général, des états généraux du secteur rural, où nous allons discuter avec tous les acteurs qui sont au niveau de la base, voir quelles solutions ils peuvent apporter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un scénario du top-down. C'est-à-dire que la solution est déjà formatée au niveau central et maintenant on essaie d'appliquer au niveau de la base. Ça, il faut qu'on revoie un peu cette façon de faire parce qu'aujourd'hui, il y a une barrière. En fait, il y a carrément un fossé entre les décideurs et les acteurs qui sont à la base pour lutter vraiment contre ces questions d'insécurité. Alors, il y a eu cette information qui a circulé faisant état de négociation avec ces groupes terroristes, information démentie par le porte-parole du gouvernement. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'il faut négocier? Bon, moi, je m'aligne vraiment à la décision du gouvernement et je ne pourrais pas dire qu'il faut négocier, c'est que l'autorité décide, on est obligé de s'aligner derrière. Alors, M. Koné a eu également cette lettre de l'ancien président, Blaise Compaoré, adressée donc au président Roch-Marc Christian Kaboré, pour indiquer donc, pour signifier sa disponibilité donc à apporter également son concours dans la situation actuelle. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Quelle est votre lecture de cette situation? Alors, je ne pourrais pas faire de commentaires sur quelqu'un correspondance qui a été adressée à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. J'évite vraiment de commenter vraiment cette actualité. Vous évitez de rentrer dans la politique. Voilà, alors, mais beaucoup ont saisi la balle au rebond pour parler donc de la réconciliation nationale. Oui. Il y a donc, par exemple, la CODER qui estime aujourd'hui que dans le contexte actuel, il faut travailler à ce que tous ceux qui sont hors du pays puissent revenir au Burkina et que c'est une condition pour la réconciliation. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est ce que je disais tantôt, il faut que nous travaillions dans une dynamique de l'union et de cohésion parce que c'est vraiment important pour le développement du pays. Mais la cohésion sociale sans justice aussi ne serait pas une bonne chose quand même pour apaiser les cœurs. Donc, et justement, mais certains estiment que le Burkina est dans une situation où aujourd'hui la priorité des priorités doit être donc l'unité et la réconciliation pour lutter contre le terrorisme, bien sûr au-delà, au-dessus de toutes les autres considérations. Oui, il est clair qu'actuellement nous observons une fracture sociale. Ça c'est vraiment un constat. Mais ce que je dis aussi, la dimension judiciaire aussi doit être prise en compte. Alors, on parle de réconciliation nationale, c'est vrai, il faut vraiment travailler avec tous les citoyens de ces pays, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais je pense que mettons vraiment l'accent aussi sur la justice, quand même, pour essayer de réparer un certain nombre de désagréments qui ont été connus. Il y a cette question aujourd'hui également des risques de conflits intercommunautaires. On l'a vu au Sahel, on l'a vu également ailleurs, notamment donc dans le centre-est. Aujourd'hui, je vous ai vu à Gawa comment vous aviez des difficultés parce que vos parents de Gawa ne vous laissent pas tranquille avec donc cette parenté à plaisanterie. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce vivre ensemble là aujourd'hui qui est en train de prendre un coup. Et comment vous le vivez et selon vous, comment solutionner ce problème? Alors, c'est ce que j'ai dit, les solutions sont à la base. Les solutions ne sont pas au niveau supérieur. Et vous voyez les communautés qui vivent ensemble pendant des centaines d'années. Pendant des centaines d'années, ils ont leurs habitudes, ils sont avec déjà la parenté à plaisanterie. Je pense que nous pouvons vraiment renforcer ce dispositif-là pour pouvoir apaiser réellement les cœurs des uns et des autres. À Gawa, je me sens très bien chez moi et j'ai été très bien reçu par mes serviteurs, mes esclaves. Et c'est pour dire que je ne suis pas dépaysé à Gawa. Alors, ça peut être fait pareil, que ce soit au Sahel ou au Nord, mais trouvons vraiment la bonne formule pour ne pas que les cœurs
se déchirer, on se lance vraiment dans un affrontement inutile parce que ce pays-là nous appartient à nous tous. Et déjà, même ceux qui sont à l'extérieur veulent revenir. Alors, nous qui sommes là, il faut que nous travaillions vraiment à bien tisser les liens pour ne pas qu'il y ait un avancement. Voilà. Alors, cette semaine est marquée également par cet accord avec les agents du ministère de l'économie, avec donc cette grève perlée depuis de longues semaines, sur la base donc de l'absence de réseau qui faisait donc que rien ne fonctionnait au niveau du ministère de l'économie. Comment vous avez accueilli cet accord? Oui, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose si ça va permettre vraiment de résoudre les problèmes. Si les deux parties trouvent leur compte dans cet accord, je pense que c'est une très bonne chose parce que au-delà de tout ça, c'est le Burkina Faso qui gagne. Et tout ce qu'on a eu comme conséquence par rapport à ces mouvements d'humeur en guillemets, ça n'arrange personne. Même ceux qui sont en train de militer aujourd'hui dans cette corporation syndicale, ils ont des parents également qui sont impactés et tout. Je pense que c'est une très bonne chose et que vraiment nous continuons vraiment à privilégier l'esprit du patriotisme. Comme ça, on pourra vraiment faire de très bonnes choses. Alors, M. Koné, au-delà du Minifid, il y a des grèves à répétition. On l'a vu, bon, les médecins cette année, cette semaine plutôt, sont allés également, donc, en tout cas, réclamer la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. On a les agents du ministère de l'Éducation qui ont marché. On a également le SINCHA qui a décrété des mots d'ordre de grève. On a l'impression que le Front social, en tout cas, est en train encore de rentrer dans l'ébullition. Comment vous le vivez? Vous, en tant que paysan, vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'avez pas de matricule. Alors, je dirais que nous, les agriculteurs également, nous allons demander les SPAI, nous allons demander les intrants subventionnés, nous allons arrêter de produire. Non, en fait, c'est pour dire que nous sommes dans une situation où chacun doit travailler à l'unisson. Nous devons privilégier vraiment le patriotisme parce que nous avons des besoins variés et le Burkina, c'est un pays qui nous appartient à nous tous. C'est vrai, c'est des revendications qui sont tout à fait légitimes. Les agriculteurs également ont des revendications qui sont très très légitimes, mais qui se manifestent d'une autre manière. Donc, je voudrais vraiment dire qu'il faut privilégier vraiment la vie, ne serait-ce que l'esprit de patriotisme pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Alors, 2020, c'est déjà demain. Oui. Et quand on regarde déjà, les états-majors politiques sont en train donc, de s'activer pour donc, ce rendez-vous électoral. Dans un contexte où tous les jours on a des problèmes sécuritaires, ce qui fait dire à certains qu'aujourd'hui on devrait plutôt se mettre ensemble que de voir donc le foyer politique s'activer dans ce contexte-là. Monsieur Drago, vous savez qu'un politicien reste toujours un politicien. Il s'agit toujours des opportunités, c'est ça la politique. Mais je crois qu'il faut que nous décidons de transcender vraiment toutes ces questions politiques et de voir l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation d'insécurité. Il y a une psychose qui s'installe au sein de la population. Qu'est-ce que nous devons faire? Au-delà de toutes nos aspirations politiques, il faut que nous puissions vraiment travailler main dans la main, organiser des forats et que ceux qui sont au niveau des pouvoirs de la majorité ou ceux qui sont de l'opposition s'impliquent véritablement parce qu'eux aussi sont en contact avec la population, avec la base. Organiser des forats, sensibiliser au maximum pour que cette psychose-là puisse disparaître. Et on a discuté avec les éleveurs du Sahel hier, mais il y en a qui vous disent qu'ils veulent vivre. C'est la vie, ils ne parlent même pas du bétail, ils veulent vivre. C'est-à-dire que vous comprenez à quel point où la psychose s'est installée. Donc, je pense que toutes ces aspirations politiques-là, travaillons vraiment à transcender ça et réglons de façon conjoncturelle la situation qui prévaut à ce moment-là. Donc, moi, si j'ai vraiment un avis à donner par rapport à la situation sécuritaire ou bien par rapport à ceux qui sont déjà en campagne pour 2020, bon, c'est bien, mais il y a une priorité qui est là, qui est vraiment la question de l'insécurité. Il y a aussi cette question du passage à la 5e République, oui. Référendum ou pas.
Certains même estiment aujourd'hui que ça ne doit plus être la priorité de passer à une 5e République. Il y a d'autres priorités qui sont là. Quelle est votre lecture? Bon, je me garderai de faire un commentaire sur ça parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est engagé pour soutenir les acteurs du monde rural. C'est vrai que ça peut... nous sommes tous concernés par la question, mais franchement, je vous demande de me... Je ne pourrais pas donner des informations. Je comprends que vous avez des réticences à vous jeter à l'eau. Alors, on va parler de l'actualité internationale, avec notamment donc, la Libye. La Libye encore qui connaît des jours sombres depuis la décision du maréchal Haftar de prendre donc Tripoli. Aujourd'hui, c'est l'enlisement avec déjà des centaines de morts. Alors, comment vous voyez cette situation? Bon, je dirais que c'est un chaos. C'est vraiment un chaos. Ce qui se passe en Libye actuellement, ce n'est pas une très bonne chose. Et quand vous voyez les coloraires, tout ce qui se passe actuellement au niveau du Grand Nord, du Sahel, même au niveau du Sahara, c'est la conséquence de ces conflits au niveau de la Libye. C'est vraiment déplorable quand on connaissait la Libye d'avant avec le colonel Kadhafi et aujourd'hui c'est un pays qui est pratiquement invivable. Bon, on ne peut qu'être déçu seulement de cette situation. Oui, et on a dans cette situation justement des implications encore plus inquiétantes parce que on a des grandes puissances également qui s'opposent sur la Libye. On a notamment donc le régime officiellement reconnu qui accuse la France de soutenir le maréchal Haftar. On a également les Russes qui tentent... On a l'impression que la Libye est devenue un terrain de jeu. Oui, c'est un terrain de jeu. Depuis le début, ça a été un terrain de jeu parce que avant même le départ du colonel Kadhafi, voilà, sa mort, tantôt c'est les Américains qui revendiquent, après c'est la France qui revendique. La Libye a été un terrain de jeu. Donc je crois que tout ça, ça nous interpelle, parce que ce qui se passe en Libye peut être au Burkina, peut se passer au Burkina. Donc nous devons vraiment travailler, comme j'ai dit, vraiment dans une synergie d'action pour ne pas que ces genres d'actions, ces genres d'événements se reproduisent dans notre pays. Il y a également la situation au Soudan, oui. Une situation très mouvante. Aujourd'hui, le pouvoir est toujours entre les mains des militaires, mais la rue continue donc de faire pression. On a également l'Union africaine également qui accentue la pression en suspendant le Soudan, en donnant un ultimatum de juste quelques mois pour donc la remise du pouvoir aux civils. Aujourd'hui, est-ce que les militaires au Soudan ne sont pas dos au mur? Oui, ils sont vraiment dos au mur, parce que ce qui s'est passé après la démission du président du Conseil constitutionnel, je crois, après sa démission, les militaires se sont accaparés du pouvoir. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les peuples d'aujourd'hui ne sont plus prêts à se laisser dominer, à aller à l'abattoir. Aujourd'hui, les peuples, quand même, il y a un mouvement qui est là, ils sont prêts vraiment à prendre leur destin en main. Peut-être qu'il y a l'inquiétude aussi qu'il y ait un second dictateur. Donc, après Béchi. Donc, je pense que aujourd'hui... Est-ce que le temps des dictateurs est révolu? Le temps de la dictature est révolu. Il faut travailler dans une dynamique d'alternance. Nous-mêmes qui sommes assis aujourd'hui, moi qui suis président de la Chambre nationale d'agriculture, le mandat il est limité. Alors, il n'est pas question de travailler à s'éterniser à un pouvoir, parce que vous savez que ce n'est pas du tout facile. Parce que quand vous vous éternisez sur un pouvoir, après, c'est comme si vous condamnez toute une nation. Et aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas du tout prête à ça. Donc, je crois que les militaires ont intérêt vraiment à revoir un peu leur copie et puis suivre vraiment la volonté du peuple. Je connais, on va s'arrêter là pour ce soir. Okay. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Okay. Mesdames et messieurs, un rappel, Sur la Brèche recevait donc pour ce soir M. Moussa Koné, président de la Chambre nationale d'agriculture, mais également promoteur de la ferme agricole de Kouna. Voilà, c'est tout pour l'émission de ce soir. Sur la Brèche revient dimanche prochain avec un autre invité.